Nous commençons maintenant le module 3 sur la modulation. La motivation pour cette idée de modulation plus large, c'est ce qu'on a vu déjà, sont les balances de ces trois critères les plus importants pour la communication. Un système de communication doit balancer l'efficacité spectrale, le BER versus le SNR. BER, ça veut dire Bit Error Rate, et le rapport signal à bruit. Donc, ça veut dire que pour la même puissance, je veux avoir le meilleur taux d'erreur possible, donc le plus bas possible. Et le troisième critère, c'est la complexité ou le coût du système. Donc, pour balancer ces trois critères, qui dans une situation, il y a un des trois qui peut prendre plus d'importance qu'une autre, nous avons besoin d'une variété de formats de modulation. Et c'est ça que nous allons introduire dans le module cette fois-ci, c'est les différents formats de modulation. Nous allons voir le Phase Shift Keying, PSK, Frequency Shift Keying, FSK, Amplitude Shift Keying, ASK, et un autre nom pour ASK, c'est des fois QAM. Donc, nous allons discuter ces différents formats et nous allons surtout examiner ces trois critères. Pour chacun de nos choix de différentes modulations, comment est-ce que ça va changer cette balance? Donc, nous allons calculer la probabilité d'erreur pour différents formats de modulation pour être capable de les comparer. Nous allons examiner l'efficacité spectrale et nous allons discuter la complexité associée à chacune des solutions. Pour la discussion sur le coût, on va prendre une discussion assez simple dans cette module. Nous allons discuter deux types de modulation, une détection cohérente et une détection non cohérente. Donc, entre les deux, le non cohérent, c'est moins cher. Donc, c'est moins complexe, c'est plus simple. Mais nous allons voir que la détection cohérente, malgré qu'il prend des récepteurs plus complexes, il y a un rendement, une performance, une meilleure performance. Donc, voici une manière de diviser déjà le comportement d'un système. Donc, la détection cohérente, qu'est-ce que ça veut dire cohérente? Mais on suppose qu'on utilise une porteuse pour la communication, et tantôt je vais expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on utilise une porteuse, et que cette phase de cette porteuse est connue au récepteur. Donc, c'est la connaissance de phase qui rend la complexité plus importante, parce qu'il faut avoir une manière, un circuit pour nous permettre de connaître la phase de la porteuse. Donc, mais en sachant, en supposant que nous avons cette information sur la phase de récepteur, à ce moment-là, le récepteur optimal aura la forme d'un corrélateur. Donc, un peu c'est ce que nous avons vu dans les chapitres précédents. Le chapitre précédent dans SGLAR, le chapitre 3, il parle de la bande de base. Et ici, avec la porteuse, nous sommes plutôt dans le passe-bande. Mais quand même, nous allons voir que si nous utilisons une détection cohérente, que le récepteur optimal va être toujours le corrélateur, malgré que nous avons passé dans le passe-bande au lieu de la bande de base. Dans l'analyse de détection cohérente, nous allons voir que le bruit a toujours cette forme ou cette densité gaussienne. Détection non cohérente. La phase de la porteuse n'est pas connue. Donc, je n'ai pas besoin de cette connaissance. Donc, je n'ai pas besoin de circuit additionnel pour faire la poursuite de la phase ou de connaître la phase. Donc, c'est plus simple à cause de cette caractéristique. Le récepteur optimal, dans ce cas-là, quand je ne connais pas la phase de la porteuse, sera un détecteur de puissance ou l'équivalent sera un détecteur d'enveloppe. Dans ce cas-là, le bruit n'est pas gaussien. Donc, c'est une des fois que nous allons discuter la performance dans un système où la densité n'est pas gaussienne. Donc, je vais mentionner le développement pour chercher la probabilité d'erreur pour les différents types de bruit. Mais pour ce qui sont les évaluations, c'est juste le bruit gaussien qu'il faut savoir le développement de taux d'erreur. Donc, c'est très long, ce module. Donc, on l'a divisé en plusieurs parties. La majorité de la première partie vient de chapitre 4, avec un petit peu de chapitre 9. Et dans la deuxième partie, nous allons chercher plus dans le chapitre 9. Donc, nous allons couvrir le format de modulation. Donc, cette variété, je vais l'introduire. Nous allons discuter la détection cohérente et les règles de décision. Donc, comment la forme de récepteur, comment est-ce qu'on arrive
à dire que c'est l'équivalent de corrélateur. Donc, nous allons faire ce développement. Et nous allons trouver les équations pour la probabilité d'erreur en utilisant une approche on appelle la borne d'union. Après avoir couvert la détection cohérente, nous passons sur la détection non cohérente et nous allons juste développer la probabilité d'erreur pour deux formats de modulation qui sont non cohérents. Pour la détection cohérente, nous allons passer sur tous les formats de modulation. Et nous allons discuter quelques sujets connexes dans la fin de la partie 1 sur la différence entre SER et SER et BER, donc Symbol Error Rate et Bit Error Rate. Et nous allons aussi discuter le code de Gray. Donc, toujours, nous allons utiliser l'espace du signal pour animer nos discussions, pour guider notre développement mathématique. Donc, le cas binaire, on a vu, c'est l'espace signal. Et je vais présenter quelques exemples, pas juste binaires, mais l'importance d'une bonne normalisation. Donc, souvent, la question sur l'examen, c'est de montrer que vous avez compris comment faire la bonne normalisation dans l'espace du signal. Parce que c'est à partir de cette bonne normalisation qu'on peut comparer différents formats de modulation. Et la probabilité d'erreur, ça va être basé sur la distance entre les symboles. Donc, dans le cas binaire, nous avons déjà discuté ça. Nous avons vu pour Anoff-King et BPSK surtout comment faire une bonne normalisation. On a vu que la distance entre les deux bits c'est ce qui déterminait la probabilité d'erreur. Donc, nous passons dans ce chapitre à examiner le cas plus général, le cas MR, et c'est pas surprenant que nous allons avoir une approche similaire. Nous allons passer par l'espace du signal. Nous allons faire une bonne normalisation, et c'est les distances entre ces symboles avec la bonne normalisation qui va nous permettre de chercher la probabilité d'erreur. Donc, encore un rappel, on a fait déjà pour le Anoff-King et le BPSK, et on a trouvé que la distance entre les symboles dans l'espace du signal était différente pour l'Anoff-King et BPSK. Et c'est avec la bonne normalisation qu'on a fait cette réalisation. Donc, la bonne normalisation, c'est toujours d'avoir les coordonnées dans l'espace du signal basées sur l'énergie moyenne par bit ou l'énergie moyenne par symbole. Les deux, on peut trouver un à partir de l'autre. Mais je ne dois pas voir ici des chiffres ou des fonctions d'une amplitude, d'un temps. Ça doit toujours être EB ou ES. Donc, avec cette bonne normalisation que nous avons faite pour l'Anoff-King et le BPSK, nous avons découvert que la distance pour l'Anoff-King est plus petite que la distance pour le BPSK. Donc, la distance entre les deux bits ou les deux symboles était plus grande pour le cas BPSK, était plus grande par un facteur de racine carrée de 2. Et c'est exactement ça que nous voyons ici dans la performance relative. Donc, à partir de cette distance, cette séparation, nous avons vu la forme de la probabilité d'erreur et donc, on a été capable de quantifier les différences en fonction de la différence dans la distance minimale. Et nous avons vu comment afficher la probabilité d'erreur versus le rapport signal à bruit. Et le rapport signal à bruit, nous allons aussi discuter plus dans cette module.